Madame Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amadria, Juliette. Bonjour. Alors Juliette, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Quel âge as-tu? Alors j'ai 21 ans, je suis étudiante et je fais des vidéos beaucoup sur la pleine conscience et la slow life parce que c'est des sujets qui me passionnent. Je suis hypersensible et c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris sur la vie en général et qui m'a donné envie de transmettre beaucoup de choses. Et voilà, c'est toujours difficile de se présenter. C'est pas évident, mais tu as déjà situé beaucoup de mots ici. Donc elle a parlé de slow life, d'hypersensibilité. Alors juste en dessous de la vidéo, je placerai les liens vers ta chaîne parce qu'elle a une très magnifique chaîne YouTube où elle s'exprime beaucoup, tu partages des choses très personnelles. Et c'est des choses qu'elle communique et qui permettent à beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, de pouvoir se retrouver et d'avoir des messages aussi qui sont utiles, je pense, pour la vie. Et Amadria, qu'est-ce que ça signifie? Amadria, en fait, ça vient des Amadriades, donc ce sont les nymphes grecques des bois, donc il y a les dryades, les nymphes des bois en général, mais les Amadriades, elles sont plus spécifiques parce qu'elles sont reliées à un arbre. Et si on coupe cet arbre, en fait, elles meurent. Et je trouve que ça véhicule vraiment la notion d'ancrage, qui pour moi a été une notion très révélatrice parce que je me suis rendu compte que l'ancrage, en fait, c'est un peu la source même de la vie et de l'énergie vitale. Et le jour où j'ai compris ça, en fait, j'ai énormément avancé dans ma vie. Donc du coup c'est une symbolique très puissante pour moi et ça coïncide beaucoup avec ce que j'ai envie de transmettre puisqu'il y a ce lien entre les racines et le ciel, puisque là c'est la verticalité et c'est le lien entre la terre et le ciel, donc entre la spiritualité et l'ancrage terrestre, etc. Il y a plein de liens que je trouve c'est une symbolique très très puissante. Donc c'est quelque chose qui est très complet, c'est vraiment cette idée de racine et de lien avec l'univers, avec le ciel. C'est ça. Et du coup, les Amadriades, c'est ce que tu as envie de communiquer et c'est ce que tu représentes ici beaucoup. C'est ça, l'importance des racines, enfin l'ancrage vraiment du corps, de l'esprit, etc. Ça relie vraiment tout. Et aussi avec l'idée des branches, il y a un côté arborescence qui est très relié à l'hyper-intelligence émotionnelle, à la surdouance, à toute la pensée en arborescence qui peut être à la fois une source de choses merveilleuses, mais aussi une grande source de souffrance. Donc il y a aussi tous ces liens. Enfin, je trouve que l'arbre, en fait, il incarne à peu près tout ce que je veux véhiculer sur ma chaîne YouTube. Et tout ce que tu transmets et que tu poursuis. C'est ça. Et en fait, c'est vrai, c'est justement le sujet dont on a envie de discuter aujourd'hui, c'est cette notion de hypersensibilité. L'hypersensibilité, aujourd'hui, ça reste encore une notion très taboue. Ouais. Après, c'est plus méconnu que tabou, je dirais, parce que les gens qui en parlent, ils en parlent facilement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés dessus parce qu'on pense que, voilà, par exemple, que l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est juste émotionnel, que c'est juste des gens qui vont pleurer plus facilement, qui vont être peut-être plus vulnérables. Alors qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est toute une formation mentale, un processus mental totalement différent. C'est une manière de voir la vie, de fonctionner, de réfléchir qui est différente et qui est d'ailleurs très souvent reliée à la surdouance. Et généralement, quand on me demande pourquoi je fais un lien aussi fort entre la surdouance et l'hypersensibilité, c'est parce que pour moi, il n'y a pas l'hypersensibilité d'une part et la surdouance d'autre part, déjà parce que beaucoup de surdoués sont hypersensibles, mais aussi parce que pour moi, l'hypersensibilité, en fait, c'est une surdouance qui est spécifique aux émotions et à la sensibilité. Mais on peut très bien avoir juste cette surdouance émotionnelle, mais c'est souvent aussi associé à une autre forme de surdouance, et les deux sont pour moi intrinsèquement reliés. Et du coup, comment est-ce que tu vis ça au quotidien? Est-ce que quand tu rencontres des personnes, quand tu vas travailler aussi notamment, est-ce que c'est quelque chose que tu sens le besoin de le mettre en avant et d'en parler pour expliquer les choses? Alors, en fait, dans ma vie quotidienne, je le cache complètement parce que socialement, je ne suis pas forcément dans un milieu qui permet de le montrer parce que notamment, je suis dans une école de communication culturelle, donc dans le milieu de l'art et la culture, mais c'est pas le côté artiste, c'est le côté plutôt les médiateurs, toutes les personnes qui ont des métiers plus terre à terre, qui font véhiculer l'art, qui font fonctionner l'art, qui permettent de l'insérer dans la société, mais c'est pas des artistes. Donc il n'y a pas énormément de surdoués et d'hypersensibles. C'est des gens qui sont très intelligents mais qui n'ont pas cette sensibilité que j'ai. Et du coup, j'ai tendance, ou surtout aussi dans le milieu professionnel, à devoir un peu masquer et m'adapter, chose que j'ai évidemment appris à faire comme tous les hypersensibles, on apprend à s'adapter. Et cet effet caméléon, c'est ça. Nécessaire pour trouver sa place. Voilà, mais qui coûte beaucoup d'énergie et qui fait que les hypersensibles sont des personnes plus vulnérables parce qu'elles s'épuisent beaucoup au quotidien pour réussir à se forcer à rentrer dans un moule. Et ce qui est important déjà, c'est d'en prendre conscience, parce que quand on en a conscience, on sait ce que ça nous coûte. Et le fait de savoir ce que ça nous coûte, ça nous rend conscient qu'on doit récupérer cette énergie, qu'elle n'est pas illimitée et qu'il faut compenser en fait cette énergie qu'on prend pour... Et tu as besoin chaque fois de retrouver, de te réénergiser. C'est ça. C'est pour ça que les personnes qui sont hypersensibles, par exemple, c'est des personnes qui vont être très, très concernées, qui vont se sentir beaucoup concernées par la méditation, par le yoga, par les pratiques d'ancrage, les pratiques spirituelles, donc on en revient à la notion d'ancrage.
Et du coup, voilà, cette hypersensibilité-là, dans la vraie vie, enfin dans la vie sociale que je mène à l'école ou dans le milieu professionnel, j'en parle vraiment très peu. Et du coup, ma chaîne YouTube, c'est un peu deux choses qui sont très reliées parce que mes enseignements de la vie me servent pour YouTube, mais dans l'autre sens, ça marche beaucoup moins parce que je parle très peu de ma chaîne auprès des personnes qui ne sont pas hypersensibles, parce que justement, je m'adresse vraiment au public qui a justement plutôt cette sensibilité. Et ce qui est drôle, c'est que en fait, je ne l'ai pas vraiment choisi, ça s'est fait, je me suis pas dit un jour je crée une chaîne YouTube pour les hypersensibles, mais je me suis rendu compte qu'en fait, grâce à YouTube, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient comme moi et ça m'a vraiment, il y a vraiment eu un lien qui s'est fait entre la communauté qui naturellement s'intéressait à ce genre de sujet, globalement la méditation, la slow life, tous ces trucs-là, parce qu'en fait, c'est vraiment les concepts qui permettent aux hypersensibles de mieux vivre. Et du coup, il y a cet aspect de reliance qui se fait entre hypersensibles aussi, ils se reconnaissent entre eux. Est-ce que c'est un effet de communauté ou c'est plutôt est-ce que cet effet de communauté de reconnaissance est nécessaire aux hypersensibles? En fait, moi j'ai toujours eu tendance à avoir l'impression d'être, avant de me rendre compte qu'il y a plein d'autres personnes comme moi, j'ai l'impression d'être un alien, d'être une personne totalement différente, d'être un peu née sur la mauvaise planète. C'est ça. Et je pense qu'il y a un réel décalage entre les personnes qui sont hypersensibles et celles qui ne le sont pas, mais que ce décalage, en fait, il n'est pas, c'est pas de la mauvaise volonté d'intégration d'un côté ou de l'autre, c'est plus le fait que la société soit adaptée à un seul type de personnes. Les personnes qui ne sont pas hypersensibles et donc qui sont capables, par exemple, de se lever tous les matins pour aller bosser 35 heures par semaine et qui vont accepter la routine sans jamais avoir de crise existentielle, ou qui ne vont pas se laisser submerger par les émotions au point de parfois ne pas pouvoir aller travailler, ou qui vont, etc. etc. Oui. Et donc, c'est une société qui est très routinière, qui marche beaucoup de manière mécanique, etc. Et qui va très bien aux personnes qui, au contraire, ont besoin de cadres, ont besoin de structures solides, etc. Alors que les hypersensibles, c'est des personnes beaucoup moins stables, qui ont beaucoup plus besoin de vivre selon leur horloge biologique. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles, par exemple, qui sont des travailleurs de nuit, parce que leur horloge biologique fonctionne ainsi. Et ils ont beaucoup plus besoin d'être à l'écoute de leur corps, puisque leur énergie disponible est beaucoup plus limitée puisqu'ils en perdent beaucoup à cause de cette hypersensibilité. Par exemple, quand on travaille dans un milieu bruyant, quand on est hypersensible, ça nous coûte beaucoup plus qu'une personne qui travaille dans un supermarché ou travailler dans des salons où il y a beaucoup de monde, etc. Ou comme on parlait aussi de travailler avec un gros investissement émotionnel, par exemple, avec une personne être thérapeute individuelle, etc. Tout à fait. Donc en fait, tu as vraiment un rapport différent au monde, aux êtres humains, dans les rapports proches entre personnes entre elles. Et cet aspect d'hypersensibilité se témoigne, j'aime vraiment ce parallèle avec le monde du travail, parce que souvent, qu'est-ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont hypersensibles, ce sont elles qui sont les plus sujettes à avoir des burn-out, à avoir des dépressions saisonnières et régulières. Exactement. Et ça, pour moi, ça témoigne vraiment du lien entre l'hypersensibilité et l'environnement, ce qui prouve que c'est vraiment bien plus qu'un facteur émotionnel, mais c'est vraiment tout un côté, le cadre de vie compte énormément. Et parce que le milieu professionnel, comme je le dis, c'est quelque chose qui est très rigide en fait, et qui ne laisse pas, il n'y a pas de place, on ne parle pas d'émotions. Enfin, quand on va travailler, quand on poste son CV, il n'y a rien pour les émotions, c'est que du terre à terre, que du rationnel. On ne laisse pas de place aux émotions dans le cadre du travail. Elles n'existent pas en fait. Et du coup, le cadre professionnel, c'est très très symbolique, et c'est pour ça que le burn-out est très associé au milieu professionnel, mais ça existe aussi chez les étudiants, et ça existe aussi chez les indépendants qui travaillent, qui peuvent parfois se surinvestir, ou bien trop donner de leur personne et faire des burn-out, ou même parfois faire un burn-out parce que dans notre vie personnelle, on est trop stimulé. On est déconnecté, on se lâche pas. C'est ça. Et c'est pour ça que du coup, il y a le monde du travail qui est ainsi très 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 difficile, qui coûte énormément. Et par exemple, la dépression saisonnière que tu disais aussi, c'est encore un facteur circonstanciel qui prouve que les hypersensibles sont beaucoup plus reliés à leur environnement que les personnes qui vont au travail, qui s'en moquent un peu d'avoir des transports bruyants, qui vont même pas remarquer le bruit. Mais ça, c'est même pas une question d'insensibilité, c'est juste biologique. Le cerveau, normalement, des personnes qui ne sont pas hypersensibles, leur cerveau est d'un côté mieux fait que le nôtre parce qu'il sait trier les informations. Il sait ignorer en fait les informations qui vont coûter de l'énergie inutilement. Tandis que moi, je vois un peu le cerveau de l'hypersensible comme un bout de papier qui brûle et qui se consume en permanence. Parce que ça se consume parce qu'on capte tout ce qu'il y a autour de nous. Et du coup, ça crée vraiment un problème de fatigue chronique, et la fatigue chronique est un gros facteur de burn-out et de dépression saisonnière. Tout est vraiment lié en fait ici. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu es parvenu comme ça par toi-même à faire ce lien. Comment est-ce que tu as pu découvrir ça? Comment tu as pu découvrir que tu étais hypersensible? Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir? Parce que c'est pas quelque chose qu'on aborde régulièrement, j'ai l'impression, surtout ici en Occident. C'est en train d'arriver, on se rend compte de plus en plus qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont
dans le cas d'une surdouance ou d'une hypersensibilité. Mais au niveau des adultes, comment est-ce qu'on peut arriver à déceler ça et comment toi tu es parvenu dans ton chemin de vie à le voir? Alors moi, en fait, je l'ai tellement su jeune que j'étais hypersensible, j'ai tellement ressenti jeune que du coup, je me souviens même plus en fait de la première fois que j'en ai entendu parler. Je me rappelle que j'avais déjà vu sur des forums, sur internet quand j'étais ado, mais ce qui m'en a vraiment fait me rendre compte déjà, c'est mon goût prononcé pour l'art, parce que toute petite j'étais quelqu'un de très créative et du coup, généralement, l'art et la sensibilité c'est assez associé. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile à déceler pour les personnes qui ont justement un métier parfois très terre à terre ou pas artistique, très scientifique, etc. Ça doit être plus difficile là parce que c'est moins associé en fait à la sensibilité, alors que pourtant dans les sciences, dans les métiers terre à terre, même dans la médecine, il y a une question de sensibilité, par exemple le fait d'être médecin et de vouloir sauver des vies par exemple, ça peut être lié à une très très grande sensibilité, c'est juste qu'on a dans les hypersensibles, il y a toutes sortes de personnalités, toutes sortes de... Il n'y a pas une catégorie type, il n'y a pas un profil type en fait d'hypersensible. Le fonctionnement est à peu près le même âge pour chaque personne, mais la manière dont la personne va vivre et s'adapter à cette hypersensibilité, c'est aussi riche que dans la population en général en fait. C'est ça, parce que l'hypersensible va chercher à s'adapter à la société. Oui. Donc si on lui dit il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat, l'hypersensible va rentrer dans ce chemin. Ouais. Et puis il y a des personnes qui aujourd'hui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans et vont seulement se rendre compte maintenant qu'en fait ils sont hypersensibles et pendant plusieurs années ils se sont, est-ce qu'on peut dire, voilé la face? Comment est-ce qu'on peut percevoir ça dans l'âge adulte? Je pense que souvent ce qui se passe quand ça arrive ainsi, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des métiers très terre à terre en étant hypersensibles, mais ils trouvaient leur compte soit par une activité secondaire, par exemple artistique, toi t'en donnes l'exemple parfait parce que t'as un métier qui est quand même très terre à terre et t'as à côté l'activité du yoga qui est beaucoup plus spirituelle, donc je pense que t'as un équilibre là-dedans. C'est comme ça que je trouve mon équilibre. Exactement. Tout à fait, ouais. Et du coup, voilà, je pense que ça c'est une possibilité, mais l'autre possibilité c'est qu'au contraire, voilà, on a fait un métier qui ne nous convient pas parce que la société nous y a poussé. Et ce qui arrive très souvent, et je le constate parce que même si moi j'ai que 21 ans, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient trentenaires, par exemple, justement dans cette tranche d'âge-là, et qui sont en pleine reconversion professionnelle. Et pour moi, ça c'est vraiment un symptôme qui doit mettre la puce à l'oreille, parce que quand on a fait un métier très traditionnel pendant tout le début de sa vie, et qu'arrivé au bout d'un moment, on commence à avoir une remise en question et se diriger vers un métier qui est plus humain, ça peut être psychologue, ça peut être thérapeute de médecine naturelle, ça peut être prof de yoga, il y a beaucoup de gens, ou sophrologue, il y a beaucoup de gens qui ont un parcours comme ça. Et pour moi, ça c'est un signe d'hypersensibilité parce que ça veut dire qu'en fait, on ne se retrouve plus dans son métier. Et c'est pas à cause du métier en lui-même, parce qu'effectivement, je reprends l'exemple du médecin parce que c'est plus simple, mais le fait de sauver des vies, ça peut être quelque chose qui nourrit énormément un hypersensible. Mais comme ce milieu-là, le milieu médical, manque d'humanité et qu'il y a un milieu très très froid qui considère plus, comme on disait, les symptômes que les patients, du coup, il y a un moment, l'hypersensible, il ne se retrouve pas dans ces valeurs-là. Alors, à moins qu'il ouvre son petit cabinet dans un petit village propre à lui et selon sa méthode à lui. C'est ça. Ouais. Mais alors, quand en plus c'est dans les villes et qu'on travaille avec d'autres médecins qui ne sont pas du tout comme ça, on se heurte à beaucoup de murs qui font que voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont changer complètement de voie. Et je dis la médecine, mais ça vaut pour quasiment tous les métiers qui sont vraiment à l'image de la société, c'est-à-dire très dans le résultat. Très cartésien aussi. Très cartésien, exactement. Et ça donne des personnes qui à un moment ne retrouvent plus, ont un décalage entre leur vie intérieure et leur vie professionnelle. Et la vie professionnelle, c'est pas rien, c'est pas anodin, parce que c'est quand même, quand on voit le nombre d'années qu'on passe à travailler, etc., l'énergie qu'on y consacre, si ça ne parle pas à nos valeurs profondes, tout à fait, ça peut vraiment créer un burn-out un burn-out peut même mener à une dépression qui peut parfois nous suivre pendant des années et ça peut être extrêmement grave en fait. Ça peut être très violent en fait. Parce qu'il y a le burn-out, on associe beaucoup ça à la dépression, mais ça peut aussi créer des maladies parce que l'esprit et le corps sont très reliés. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent développer des cancers ou des maladies physiques en fait à cause de ce nœud énergétique, en fait, le fait de se retenir, de s'exprimer, de contenir ses émotions 35 heures par semaine pendant des années et des années et des années, pour moi, ça peut créer vraiment des troubles physiques très très graves et des maladies. Sur le long terme, en plus, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va garder pendant des années, comme tu le dis. Et c'est énorme parce qu'au final, on se lève le matin pour aller, on est dans ce robotique, on se lève le matin pour aller travailler, on travaille, on rentre chez soi, on garde tout ce qu'on a travaillé, tout ce qui est dans la journée et les énergies du travail. Et comme tu dis, au travail, on ne peut pas montrer nos émotions, on ne peut pas les exprimer. Alors qu'en réalité, on a nos cycles qui sont là, qu'on va pouvoir s'écouter, se respecter, et qu'il y a des matins où on se réveille. Et peut-être qu'on n'aurait peut-être pas dû se lever à 6h du matin, que ce matin-là, si on s'était écouté, on se serait réveillé ou un peu plus tôt ou un peu plus tard, on se serait réveillé différemment.
on aurait pu prendre le soin de méditer. C'est ça. Et quand on doit aller travailler, on ne peut pas. Et alors, du coup, effectivement, on ne s'écoute plus. C'est ça. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'horloge biologique, parce qu'en fait, ça crée un gros problème de légitimité. Parce qu'en fait, une personne hypersensible, comme nous sommes minoritaires dans la société, on passe en fait pour des personnes soit qui s'écoutent trop, soit des personnes qui sont fainéantes ou égoïstes, parce qu'elles ne pensent qu'à leur bien-être. Déjà le bien-être, le développement personnel, il y a des gens qui voient le fait de prendre soin de soi ou de faire du développement, que ce soit spirituel ou personnel ou toutes ces choses-là, qui voient ça comme quelque chose d'égoïste. Tout à fait. Alors qu'en fait, pour moi, on ne peut pas faire des choses bien pour les autres si on n'est pas bien soi-même déjà avec soi. Et ça crée déjà un gros décalage parce que du coup, on a un sentiment d'illégitimité. On se dit, mais si les autres en sont capables, j'en suis forcément capable, il n'y a pas de raison, je ne dois pas être plus faible qu'un autre. Et rien que ça entraîne une culpabilité qui elle-même encore peut se retrouver dans la dépression, dans le burn-out, etc. Enfin, c'est un cercle vicieux, tout est relié. Et accepter sa situation déjà, c'est un bon pas pour arrêter de culpabiliser, de se sentir faible, de se sentir, d'avoir vraiment l'impression d'être que sa vie est un échec parce qu'on souffre des choses que les autres gens vivent normalement. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est très important pour les hypersensibles de s'entourer, de se relier entre eux. Oui. Parce que quand on voit des personnes qui ne fonctionnent pas comme nous, on a tendance à se dire, c'est pas possible, en fait, je suis juste une personne faible, je n'y arrive pas. Et comme tu dis, cette sensation de culpabilité, du coup, d'échec permanent et d'insatisfaction permanente. On est insatisfait de soi-même parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire comme les autres, à arriver comme les autres, à avoir cette vie si épanouie, le fait d'aller travailler. On se dit, mais pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas? Et alors on cherche constamment le sens aussi. C'est une quête de sens permanente aussi. Quelqu'un qui est hypersensible va chercher sa place et en même temps, pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? Ou alors pourquoi je n'arrive pas à faire ces choses-là? En fait, pour moi, il y a deux profils vraiment très types chez les hypersensibles dans le milieu professionnel. Je dirais que le premier, c'est l'hypersensible qui arrive à s'adapter. Ça va être celui qui arrive à se forcer justement à se lever tous les matins, qui arrive à rentrer dans le moule de la société, qui arrive à se paramétrer pour tenir le coup. Ce premier profil, pour moi, c'est celui qui est le plus à risque de faire un burn-out. Parce que du coup, tout ce qui contient, l'énergie qu'il dépense pour se forcer à rentrer dans un moule auquel il ne correspond pas, ça lui permet de ne pas avoir cette culpabilité de l'échec, de ne pas avoir l'impression de rater sa vie, de ne pas être comme les autres. Donc c'est un peu du déni aussi. C'est vrai, oui. Et ça imprime en fait tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ainsi faire un burn-out très très grave et qui peuvent se retrouver en arrêt de travail ou bien devoir complètement changer de métier parce qu'un jour ils se réveillent et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Et le deuxième profil, c'est le profil qui n'y arrive pas, c'est-à-dire le profil des gens qui n'arrivent pas à suivre le rythme, qui se font sans arrêt arrêter, qui se tombent tout le temps malades, qui ont toujours des trucs qui font qu'ils sont peu assidus ou qui sont très souvent en retard. Moi je fais plutôt partie de cette catégorie-là. Et ces personnes-là, en fait, c'est plus facile à déceler, c'est l'avantage parce que du coup, en fait, dès le début, elles se sentent complètement inadaptées, tandis que l'autre, c'est plus un effet bombe à retardement, tu vois. Et l'hypersensible, au contraire, qui va ne pas réussir à suivre le rythme, lui va être obligé de se remettre en question très très jeune, et c'est ce qui m'est arrivé. Et d'un côté, la violence de ce profil-là, c'est dans le fait de se sentir vraiment comme un peu comme un déchet de la société, parce que la société n'aime pas ce genre de profil. On n'a pas notre place et c'est très très culpabilisant parce que par exemple, moi, ce qui se passait, mes burn-out, par exemple, j'avais beaucoup de symptômes physiques. Je tombais physiquement malade. Mon tout premier burn-out, ça a été le plus flagrant parce qu'en fait, ce qui me fatiguait le plus, c'était pendant que je faisais des études de théâtre, donc c'était un investissement émotionnel mais aussi physique parce que je faisais beaucoup de transport. Et ce qui est incroyable, c'est que le transport, donc le déplacement, c'est ce qui m'usait le plus. Et le symptôme physique que j'ai eu, c'est que mes jambes ne me répondaient plus. Je ne pouvais plus marcher. Donc il y avait tout ce manque d'ancrage en fait, qui s'était mis en place. C'est ça. Mon corps me dit arrête de te déplacer. Reste là où tu es. Et ça m'arrivait de perdre l'équilibre et de tomber par terre. Donc du coup, j'ai cru que j'avais une maladie neurologique. Et j'ai commencé à passer des IRM, des tests, etc. Et on ne trouvait pas ce que j'avais. Et le problème. Le corps vraiment te parlait énormément. Exactement. Et ça, moi j'ai un corps qui me parle beaucoup et c'est pour ça en fait que j'arrive pas à m'adapter. Parce que le moindre déséquilibre en fait va me faire sombrer et je ne peux plus suivre. Et combien de fois j'ai dû arrêter des études, abandonner des projets parce que ça ne me correspondait pas et que mon corps me disait arrête. J'ai arrêté les études de théâtre à cause de ça. Et ça, j'ai vraiment dû trouver des milieux dans lesquels je réussis à trouver l'équilibre et c'est très très dur. Mais au moins l'avantage c'est que comme mon corps me parle, petit à petit j'apprends à reconnaître les signaux et donc je suis de moins en moins susceptible de faire des burn-out. Donc tu es beaucoup plus attentive à ce que ton corps va dire, tout c'est l'aspect psychosomatique. C'est ça. Et du coup maintenant tu arrives aussi dans tes choix de vie à aller vers des choses qui te correspondent beaucoup plus. Voilà, et ainsi ça apprend beaucoup à se connaître en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut arriver d'abord à savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut, parce qu'on a tellement voulu s'adapter à tout le monde qu'après on ne sait plus vraiment ce qu'on aime faire dans la vie, ce qu'on a envie de faire.
Puis souvent, un hypersensible va être curieux de tout, passionné de tout, et aura envie de tout découvrir. C'est ça. Donc, par exemple, un moyen en fait, de vivre avec l'hypersensibilité, ça peut être de jamais avoir de CDI, mais d'enchaîner les CDI dans plein de professions différentes. Et ça peut être un moyen. Enfin, je connais des gens, par exemple, qui voyagent et qui travaillent 6 mois à l'année, qui font un voyage de 6 mois. Enfin, c'est pas des profils que la société met en avant, parce que dans la société, ce qui est bien vu par tout le monde, même si ça change aujourd'hui, mais pendant des générations, ça a été trouve un CDI, travaille jusqu'à ta retraite, et puis gagne de l'argent et monte dans ton entreprise, monte en grade et gagne de la légitimité, du pouvoir, de l'argent, etc. Et c'est hyper insatisfaisant pour quelqu'un qui se retrouve dans un métier qui ne lui parle pas forcément, et surtout qui a une envie d'expérimenter, une envie de tester plein de choses. Et moi, je l'ai expérimenté dans mon école parce que là, je dois faire des stages. Et moi, en fait, dans ma tête, c'était obligé, j'allais faire que des mini-stages, mais en faire plein. Et quand j'ai commencé à faire ça, tout de suite, on m'a dit par contre, il va falloir que tu commences à trouver des plus grandes structures et faire des stages plus longs, trouver un contrat faux. Je dis, mais j'ai pas envie, moi. Et en fait, finalement, j'ai réussi à en parler avec un de mes professeurs, à lui dire tout, en fait. Mon vécu, mon hypersensibilité, le fait que je sois très probablement autiste Asperger, etc. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur un professeur qui était surdoué. Ah ouais. Et qui m'a proposé en fait de m'accompagner, de discuter de tout ça, et du coup je sais que j'ai un allié dans la jungle professionnelle. Ça c'est intéressant. Et ça c'est extrêmement précieux. C'est précieux, oui. Très précieux. Je me sens très chanceuse et ça m'a motivée en fait à poursuivre mes études alors que j'hésitais déjà à nouveau à abandonner. Et ça aussi c'est typique des hypersensibles, c'est qu'ils commencent un projet, ils vont pas jusqu'au bout. Bah oui. Parce que, soit parce qu'on a trop envie de faire d'autres choses, soit parce que ça prend trop d'énergie, du coup on n'a plus le temps de faire plein de trucs à côté, etc. Et parce que c'est un investissement qui est parfois trop routinier, et les hypersensibles n'aiment pas la routine, parce que d'un côté, l'hypersensibilité ça peut nous coûter beaucoup, mais en même temps on est accro à ça, on est accro aux sensations, on est accro aux nouvelles expériences. Et aux émotions, ça nous nourrit aussi de vivre ces émotions-là, on accepte de les traverser, et ça fait vraiment du bien. On va les ressentir, on se nourrit les émotions. D'où l'importance, comme on s'en nourrit, ça veut dire qu'elle vraiment pénètre tout notre être en fait, et d'où l'importance en fait d'avoir des émotions positives et donc de fréquenter des milieux qui nous font du bien. Parce que si on se nourrit des émotions positives, l'inverse est vrai aussi. Donc du coup, faut être très très prudent au milieu qu'on fréquente, à ce qu'on fait et justement à ce dont on se nourrit émotionnellement. Et de qui on s'entoure aussi. Ouais, c'est pour ça. D'ailleurs, ça me fait penser que les hypersensibles, et ça c'est très important de le savoir, les hypersensibles sont un peu la nourriture préférée des pervers narcissiques, des manipulateurs et des personnes qui ont une autre forme d'intelligence, mais sans le côté très moral en fait, c'est-à-dire une intelligence manipulatrice, une intelligence perverse en fait. Et c'est pour ça que l'intelligence, il ne faut pas trop l'associer à un côté très positif, parce que les manipulateurs sont des gens extrêmement intelligents. Et c'est pour ça que dire surdoué, ça ne doit pas être vu comme quelque chose en mode oh, t'es plus intelligent, tu crois mieux que les autres. La preuve, c'est que justement, l'intelligence peut être aussi quelque chose de très négatif chez les manipulateurs. Et c'est très important de savoir que les autistes, les surdoués et les hypersensibles sont vraiment les victimes et les proies préférées des personnes qui sont très mal intentionnées, parce qu'on est tellement, on absorbe tellement, on ressent tellement les choses, on est tellement sensible, que du coup, en fait, ceux qui manquent de cette empathie, qui manquent de ces émotions, ils vont se nourrir de ça, et ils vont voler ce qu'on a de plus précieux